vais commencer par un truc, j'ai pas l'habitude de parler à autant de gens en même temps, donc je fais un truc qui en général marche assez bien. Je remarquerai que j'ai cherché un mot en Suisse. C'est un collector. C'est l'IMS. Voilà. C'est politique, là, tu On a tous un jet d'initiative. Donc, ah oui, attendez, j'ai des notes, ça va m'aider aussi. Je vais éviter de faire trop de bêtises. Oui, juste un truc sur les questions, on en fera à la fin, mais si vous avez vraiment des trucs que vous ne comprenez pas, ou sur lesquels vous voulez des éclaircissements, ou s'il y a un truc vraiment drôle que vous voulez dire, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Ça ne me dérange pas d'être interrompu, d'ailleurs. On va parler du scénario en jeu de rôle en général, de la définition qu'il a, de la façon dont on le conçoit. Certaines écoles de rôlistes le conçoivent de façon différente, des paradoxes que ça peut générer, des problèmes que ça peut générer pour nos parties. Ensuite, on fera un peu de théorie d'écriture, un truc très expérimental de ma part que j'ai écrit la semaine dernière sans trop savoir à un moment donné, donc c'est là que si vous avez des réflexions qui m'intéressent. On parlera de scénario, de la façon de concevoir les scénarios, donc comme je vous l'ai dit, dans les jeux qui à mon sens marchent mieux que d'autres. Et pour terminer, on parlera de procédural, c'est-à-dire de laisser le hasard créer les scénarios à notre place, comme le font les ordinateurs dans certains jeux. Et c'est bien un Necronomicon que vous pouvez voir, mais il y a une raison. Voilà, donc moi je suis Éric Liodan. J'écris des romans, des nouvelles, je suis rôliste depuis 83, c'était à l'époque où Krull était cool. C'était le top. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu Krull. Oui, non, d'accord. Oui. C'était quand même le top de la fantasy et de la SF pour beaucoup de gens, et je soupçonne que c'est été écrit par des rôlistes. Je ne suis pas complètement nul en BD, en jeu vidéo, même si ce n'est pas des domaines que j'essaie beaucoup. Et ça fait partie des trucs que j'ai écrits en jeu de rôle, archipel, tout seul, évidemment, Carparence tout seul. Puis de la BD, des bouquins, si ça vous intéresse, je peux vous en dire plus, on en a éventuellement. Mais je ne suis absolument pas un théoricien, je ne connais pas grand-chose en jeu de rôlologie, je ne lis pas forcément les blogs de tout le monde et je vais sans doute dire des conneries. Mais Christophe qui viendra après par une théorie n'est pas là. Donc mes débuts, entre 83 et environ 2007, mes 25 premières années de jeu, j'étais un peu le gars qui voulait écrire des histoires. Le problème, c'est que tu veux écrire des histoires qui ne font pas toujours plaisir aux joueurs, et du coup, ils vont ailleurs, mais toi, tu as vraiment écrit la scène de l'abordage, et tu veux vraiment la faire jouer, donc tu repousses, tu déplaces des joueurs, tu fais du railroad, comme on dit en anglais, et du coup, tu n'es pas forcément un très bon MJ, et tu écris des scénarios qui sont super linéaires. J'ai un témoin tout au fond là-bas qui nous a aidé à écrire sur Archipel, et c'est vrai qu'à l'époque, on était critiqué comment ? Sur Archipel ? Ouais. Non mais Archipel c'est génial. Bah oui, je suis d'accord. N'empêche que les trucs que disaient toutes les critiques, là encore à l'époque on n'avait pas vraiment, c'était il y a 10 ans pour vous situer le truc. Ce qu'on nous disait à l'époque c'était que c'est linéaire. Et on n'avait rien à foutre. Parce que nous on voulait raconter des histoires et c'est quelque chose qui fonctionne. Il n'empêche que ça ne plaît pas toujours à tous les groupes de joueurs. J'ai relu les conseils du jeu de rôle L'Enfeu, c'est aussi un livre qui date de 10 ans, et il y a des choses où on est super fiers, du style quand vos joueurs ne vont pas dans la bonne direction, mentez-leur, manipulez-leur et forcez-les à faire ce que vous voulez. C'est plus un truc que je ferais. Mais parlons de scénario. Un scénario, d'après de Larousse, dans le cadre d'une pièce de théâtre, c'est un canevas, un plan, un canevas au plan et scène par scène de l'histoire qu'on va jouer. Pour un film, c'est un document précis qui décrit ce qu'on va tourner, et dans une bande dessinée, c'est carrément tout, plan par plan, etc. En jeu de rôle, c'est plutôt ça. Deuxième référence à Army of Darkness, si vous êtes vraiment fan comme moi. Combien d'entre vous, je vais peut-être la jouer de façon plus simple, qui n'est pas maître de jeu ici? D'accord. Ça vous évite de lever tous votre main. Qui fait jouer des scénarios écrits par d'autres?
Hey. Qui les fait jouer tels quels. Ça commence à se limiter. Et qui maîtrise son scénario. Là, finalement, je ne peux pas avoir une audience aussi hostile que je croyais. Bien, on va peut-être réussir à s'entendre. Donc tout ça, je vous ai raconté comment on écrivait les scénarios, enfin en tout cas moi j'écrivais des scénarios et mon équipage en partie suisse parfois. On écrivait des scénarios il y a 10 ans et on se dit que les choses ont peut-être évolué avec les jeux modernes et tout ça. Et donc en 2015, quand on ouvre le Necronomicon, alors je ne vais pas citer de nom, mais j'ai justement pour faire la recherche de cette intervention, j'ai regardé les derniers numéros des derniers magazines qui sont parus en ligne ou dans les rayonnages. Et je suis tombé sur des trucs qui m'ont donné un peu l'impression de devoir faire un jet de santé mentale. Alors, je ne citerai pas de nom, tout ça, mais j'ai quand même trouvé des scénarios qui disaient, alors voilà, ça commence comme ça. Dans le scénario d'avant, il s'est passé ça, et si jamais les monstres ont été tués, faites-en venir d'autres, parce qu'il faut vraiment que là, ils arrivent pour que le scénario commence par une poursuite. Et puis, il y a des... alors, quand les personnages arrivent là, ils trouvent ceci et cela, et soudain, ils sont surpris par... Donc c'est vraiment, finalement, c'est vraiment du scénario de bande dessinée ou de roman, quoi. Si on vient... si on regarde dans Wikipédia, alors Wikipédia a un article, ce qui m'a étonné, un scénario de jeu de rôle. Entre autres, c'est une très longue page, mais celle-là, cette partie parle de la préparation du scénario. Il faut le lire, il faut s'imprégner, il faut prendre des notes, il faut ensuite trouver une introduction pour l'adapter à ses joueurs, à la campagne. Ensuite, il faut adapter, mettre moins de combats, plus de combats en fonction, etc. Voilà, plus d'action, qu'est-ce que j'oublie, photocopier, recopier, faire le boulot de secrétariat. Ça veut dire qu'il y a des gens, dans le cadre d'un scénario que j'achète dans un magazine, il y a un gars qui a passé 20 heures, 30 heures, 40 heures à écrire un truc, à se poser la question de l'intrigue, machin, à écrire ça de façon propre, à bien tout expliquer. Il y a quelqu'un qui l'a relu. Avec un peu de chance, entre-temps, il a été testé, donc ça veut dire qu'il y a encore 10 heures de boulot, de travail, en tout cas, qui ont été faites par 10 heures x 4-5 joueurs. On est déjà à 70 heures, là. Puis ensuite, il y a un gars qui va faire les illustrations, il y a un gars qui va faire la maquette, il y a la publication, tout ça, et moi j'arrive, je dépense mes sous que j'ai gagnés à la sueur de mon front, plus ou moins légalement, en fonction de qui je suis. Et j'ai encore du travail. Voilà. J'ai envie de dire, c'est le 21e siècle, j'achète des produits qui sont la somme de dizaines et de dizaines d'heures, et il faut encore que j'en fasse. Alors c'est peut-être le plaisir de faire quelque chose, d'adapter nos propres trucs, mais pourquoi est-ce que je suis obligé de prendre un bouquin qui va en plus me prendre une semaine à lire, à préparer, pour arriver à faire un truc qui soit un peu différent? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça autrement? Le problème du jeu de rôle, c'est que c'est paradoxal. Si on voit la façon dont se passe une histoire, alors il y a un truc classique qu'on apprend quand on apprend à faire du scénario, c'est que une intrigue n'existe pas s'il n'y a pas de personnage. Le personnage arrive, il fait des trucs, et à la fin, on a une histoire à raconter. Inversement, il n'y a pas de personnage sans intrigue, parce qu'un personnage se construit sur les épreuves, sur ce qu'il perd, ce qu'il gagne, ses envies, etc. En jeu de rôle, on a un peu la même chose. On appelle ça le paradoxe du premier truc impossible avant le petit déjeuner. C'est tiré d'une citation de Lewis Carroll. Ça vient d'un théoricien du jeu de rôle qui s'appelle Ron Edwards. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que moi, en tant que maître de jeu, si on dit, alors le maître de jeu, son boulot, c'est de gérer l'histoire. Mais l'histoire, elle ne fonctionne pas sans les personnages. Donc sans les joueurs. Donc le maître de jeu, est-ce qu'il serait
Son boulot, ce serait donc de tout gérer indépendamment de la volonté des joueurs, un peu comme ce que je vous disais avec le railroading, etc. À l'inverse, les joueurs, eux, ils contrôlent leur personnage. Ce qui veut dire qu'ils contrôlent l'histoire. Mais dans ce cas-là, le maître de jeu n'a plus rien à faire. Donc, paradoxe. Je vous donnerai il y a un article qui décrit ça très très bien en français sur PTB. Je pourrais vous donner le lien si ça vous intéresse. On le mettra sur... Il s'appelle comme ça. Hein? Il s'appelle comme ça. La chose impossible. Ouais. Mais vous le trouverez. Oui. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, je ne suis pas d'accord que Tu veux pas me tutoyer s'il te plaît? Tu veux pas me tutoyer s'il te plaît? Oui, je suis pas d'accord. Je sais que je suis en position d'autorité, tout ça, mais je suis ton maître de jeu, je suis ton ami. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. J'ai plutôt envie de dire, le meneur de jeu est l'interface entre l'univers et les joueurs. Oui, c'est comme ça qu'il faut le voir à mon avis. Mais si on réfléchit vraiment à la façon dont une histoire et les protagonistes fonctionnent, on arrive quand même à un point de contact. Le problème du railroading, c'est le joueur qui veut vraiment aller à gauche, mais le maître de jeu n'a rien, et lui, il risque le truc intéressant, et qu'il a tout prévu pour depuis une semaine, ils sont à droite. Et l'idée d'avoir un maître de jeu qui soit interface et qui réagisse, et un monde qui soit réactif et interactif, c'est vraiment des choses qu'on trouve pas forcément dans les scénarios de jeux de rôle modernes tels qu'ils sont publiés dans les magazines actuels. Mais par contre, on le trouve soit dans les anciens jeux, soit dans les nouveaux jeux. C'est de ça dont je vais parler dans pas longtemps. Dès que j'aurai réussi à faire que mon téléphone ne passe pas en mode paysage toutes les 30 secondes dès que je bouge. Voilà, c'est mieux. Donc l'article en question est de Joseph Young. Pour prendre les choses un peu autrement, on va attaquer ça selon l'angle de la théorie de l'écriture que j'ai inventée tout seul dans mon bureau la semaine dernière. Autant dire que c'est pas forcément super au point, mais à mon avis ça fonctionne comme ça. Pour moi, l'écriture de contenu interactif, donc de jeux de rôle entre autres, ça fonctionne sur à trois niveaux. Il y a la narration, qui est ce que j'écris proprement avec la forme, le style, tout ce qui fait partie de l'histoire que j'écris. Il y a la planification, donc là c'est plutôt la structure. Je parle de planification parce qu'en jeu de rôle c'est comme ça qu'on fait, on planifie son scénario, on décortique, etc. En scénario de bande dessinée ou de cinéma, c'est plus vraiment de la structure avec un acte 1, un acte 2, un acte 3, des trucs que font tous les scénaristes de Hollywood en ce moment pour faire correspondre leur histoire à la meilleure façon de la faire résonner dans nos esprits avec les 20 et quelques bits de Save the Cat. Je ne sais pas si vous vous intéressez un peu au cinéma, mais on se rend compte que la structure de chaque film hollywoodien est à peu près la même, avec toujours quelque chose... Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça nous ferait perdre du temps. Et la dernière composante, c'est l'interactivité, c'est ce qui se passe quand on rebondit avec son public, donc le joueur de jeux vidéo, ou les joueurs qu'on a face à soi et les personnages qu'ils incarnent. Donc, attends, vérifie que tu n'as rien d'autre à dire. Donc c'est là que ça devient compliqué. J'ai fait un diagramme de veine. C'est mon premier. Enfin, j'en avais fait un et tout le monde m'avait dit que c'était pourri. Donc ça, j'espère que vous serez gentil et que vous ferez semblant d'être intéressé. Donc voilà, tout ça pour dire l'écriture pour aussi littérature, BD, cinéma, conte, jeu de rôle, parce que du jeu de rôle, en fait, des types de jeux de rôle, il y en a beaucoup. On va passer assez vite, hein, mais si on voit, quand on mélange narration et planification, on est sur quelque chose qui ressemble à un scénario de cinéma. Quand on mélange narration et interactivité, on a de l'histoire participative. Alors je pense beaucoup aux contes qui se racontent comme ça, et contes pour les enfants ou contes pour adultes. Et le public réagit, ou au théâtre, finalement, le théâtre participatif. Mais le jeu de rôle narratif est un peu pareil. Si on mélange planification et interactivité, là on a quelque chose qui ressemble plus à un jeu scripté, un jeu de rôle très dirigiste, ou alors un FPS console façon Call of Duty, où il se passe plein de trucs et tout le monde dit que c'est super intéressant, mais tu ne peux pas prendre la porte de gauche de toute façon, et puis la tour Eiffel elle va exploser à la fin. Mais après on peut placer la littérature dans ce coin où on raconte, où on prévoit un peu, où on se laisse parfois surprendre par ces personnages parce que
finalement on est emporté par son histoire et les personnages prennent le dessus. C'est pas une blague, ça se passe vraiment. Et le jeu procédural, je sais plus. Ouais, je vais en parler après de toute façon. Oui, je dis zoom sur le merdier parce que je sais pas si vous le lisez, le jeu de rôle c'est vraiment un merdier quand on rentre. Si on fait la même chose et qu'on met 3 pôles, narration, interactivité, planification, donc narration, vraiment l'écriture, interactivité, vraiment la façon dont le jeu rebondit face au joueur, et planification, la structure et la façon dont on a préparé son scénario ou son jeu de façon à ce qu'il réponde à des phases ou des choses comme ça. Je joue toujours à QuickBooks avec moi aujourd'hui, Laurent, tu sais de quoi je parle. Le jeu de rôle traditionnel, il est vraiment, pour moi, vraiment un côté narratif. Et pour se déplacer vers les autres pôles, d'ailleurs, je vois une flèche rouge qui fait ça aussi, il y a un boulot supplémentaire à faire par le maître de jeu. Tout ce qui est story game, jeu narratif moderne, vous savez, ces petits bouquins qui font à peine 12 pages et que vous ne comprenez pas forcément comment ça peut être vraiment un vrai jeu de rôle, mais quand vous jouez, en fait, ça marche. Je pense que maintenant, après y avoir réfléchi, après avoir répété cette présentation hier, je vais mettre plutôt par là. Mais là, j'avais pas le temps ce matin, j'ai juste jeté des flèches. C'est compliqué, il faut aller sur Internet, tout ça. Le procédural, je vais vous en parler, c'est un truc très planifié et qui rebondit sur les joueurs, mais finalement pas tant que ça. Le donjon, on peut le placer vers le milieu, et tout ce qui est Apocalypse World. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout familiers de Apocalypse World, Level World, tous les jeux un peu hipster? Ah ben ouais. Ce sont des jeux qui donnent... en fait, je vais parler d'Apocalypse World un petit peu après, évidemment. C'est un jeu donc, qui date de moins de... Je ne sais pas la date exacte, mais... 12 ou 13. 12 ou 13, ça fait qui a fait sa petite révolution dans le monde du jeu indépendant parce que il a plein d'outils qu'on n'avait pas vraiment vus avant et surtout il propose de créer un univers, donc c'est Survivants d'Apocalypse. Mais on joue une communauté qui a plein d'emmerdes, des cannibales à moto, la tempête qui ne s'arrête pas depuis longtemps. On a tout oublié de la science, on a l'électricité, mais on ne sait pas combien de temps ça va marcher, etc. Mais on va quand même donner aux joueurs des raisons de se tirer dans les pattes parce que c'est des personnages humains et il y en a un qui a envie de coucher avec quelqu'un qui couche déjà avec quelqu'un d'autre, et puis il y en a un qui est jaloux qui voit être chef à la place du chef, etc. Et du coup, on est vachement dans l'interactivité, assez peu dans la planification, et la narration, elle n'existe pas en tant que telle dans le bouquin, puisque on ne vous décrit pas d'univers, on vous dit c'est la merde, décidez si c'est parce qu'il n'y a pas d'eau, si c'est parce que les morts sont venus, etc., etc. Donc voilà, je ne vous emmerde pas plus avec ma théorie qui, de toute façon, sera révisée. Ma question, c'est tous les problèmes qu'on a racontés précédemment, comment on les résout? J'espère que pour vous, c'est à peu près clair que le scénario tel qu'on le trouve dans le commerce n'est pas toujours optimal. Donc j'ai fait une petite liste de la façon dont je vois, je ne suis pas le messie, hein, les solutions existent, hein, c'est pas moi qui les ai inventées. Parlons justement d'Apocalypse World, ça tombe bien, et des autres jeux qui font sans scénario. Apocalypse World, je viens de vous expliquer, on crée un setting, on met des menaces et on laisse les joueurs se foutre dans la mer. Ils font ça tout seuls, ils ont un système qui les pousse, ils ont des choses à gagner, à se trahir, et finalement c'est un peu comme une série HBO, vous voyez, les gens il se passe plein de trucs autour d'eux, mais de toute façon c'est que des histoires d'humains. C'est ça qui nous intéresse. The Quiet Year, c'est un jeu qui date de plus récemment, je pense, de Ray McDaniel, qui était traduit en français, qui est gratuit, vous pouvez le trouver en cherchant chez je ne sais plus qui, mais vous le trouverez facilement sur Google. Alors ça, c'était un jeu assez particulier qui n'est pas forcément un jeu de rôle dans le sens où on ne joue pas un personnage unique. On raconte, l'auteur appelle ça un map game en fait. On fait une carte
Et on raconte un an de la vie d'une communauté après l'apocalypse. Alors là, c'est vraiment après l'apocalypse. Les choses vont mieux, beaucoup mieux, et on reconstruit. Donc on pose sur la carte des emmerdes qui restent, des ressources qu'on aimerait récupérer, des ressources qui manquent. Et on invente des personnages. Et c'est extrêmement précis, extrêmement structuré, parce qu'en fait on a un jeu de 52 cartes qui vont représenter les 52 semaines de l'année. Et qui, chaque fois qu'on en tire, donc on les tire par couleur, saison par saison. On commence par le printemps. Et chaque fois qu'on les tire, on regarde et on a un tableau qui nous pose des questions pour définir ce qui se passe. Et à chaque tour de chaque joueur, on a le droit de définir des choses qu'on aimerait entreprendre, des choses qu'on aimerait mettre devant la communauté pour faire avancer les choses. Et c'est un jeu qui est extrêmement touchant, je ne sais pas trop, ça touche peut-être ma fibre d'écrivain, parce qu'on écrit ces personnages qui sont juste sur un post-it ou sur une liste. On a le vieillard Nulf, qui est le gars qui s'occupe des enfants parce qu'il est aveugle et qu'il ne peut pas faire grand-chose d'autre. On a la chef des explorateurs qui monte sur sa moto et qui va essayer de trouver toujours un peu plus loin pour retrouver des ressources. Et ces gens, on les a à peine joués sur 2 phrases, 3 phrases, les tours sont courts, on a 52 à jouer, on ne peut pas passer du temps à faire la partie non plus, on ne fait pas tant de replay que ça. Et quand il y a une carte qui nous dit quelqu'un va partir à la recherche du puits qu'on n'a jamais trouvé et il va y laisser la vie, et là on se retrouve obligé de choisir si on va tuer le vieillard Nulf ou la chef des motards, et c'est dur. À la fin du jeu, on se retrouve avec une vraie histoire qu'on a vécue en 2-3 heures, comme si on avait lu un bon roman. On est super touché par tout ce qui s'est passé, on a perdu des amis, on en a peut-être gagné d'autres. Ce que je devrais vous dire aussi, c'est qu'à la fin du jeu, il y a un cliffhanger automatiquement. Les bergers de l'hiver, les bergers du givre arrivent, et c'est la fin de la partie. Les bergers du givre, c'est peut-être la fin de tout court en fait, mais on s'arrête et on ne définit pas si ça va être la mort de nos personnages ou pas. Il y a un côté très série télé qui se termine comme ça. Donc voilà, un jeu sans scénario, mais qui nous raconte une véritable histoire et qui est complètement différent à chaque fois parce que les réponses des joueurs seront différentes, l'ordre dans lequel on va tirer les cartes sera différent, etc. Pour finir rapidement, Sword Without Master, parce qu'il me reste combien de temps, ça va. Sword Without Master, c'est un jeu de Epidar Ravachol qui est de l'année dernière, qui est un de mes jeux préférés de tout l'univers. Je perds mes notes, qui propose de faire de la Sword and Sorcery façon Conan ou Fafard del Souricier Gris dans les années 60, vous savez, on racontait on lisait ces nouvelles, enfin je dis bon, j'étais pas né dans les années 60, mais je les ai lues depuis. Ces nouvelles qui racontaient des histoires de barbares et de sorciers, des gens qui étaient plus grands que nature, qui affrontaient des périls impossibles et qui s'en sortaient ou pas. C'est un jeu qui se joue avec un maître de jeu, un overall player, un surjoueur et des personnages qui sont des rogues. Alors les traductions françaises, on n'est jamais d'accord, il n'y a pas de version française et on est plusieurs à jouer et on n'est jamais d'accord. C'est des aventuriers en gros, des gens qui sont sans dieu ni maître, qui sont ni maîtres ni esclaves en fait. On a un système de phases qui sont des types de scènes, qui sont des scènes d'aventure, des scènes de péril, des scènes de découverte que l'overplayer va mettre dans l'ordre qu'il veut, selon comment fonctionne l'histoire, mais lui, il est venu avec rien au départ. Il a des joueurs qui créent des personnages, il rebondit sur ce qu'ils ont à dire. Il y a des règles qui permettent aux joueurs de dire si mon personnage il est poursuivi par une secte de voleurs assassins, je peux choisir parmi ses pouvoirs faire venir la secte de voleurs assassins parce que c'est ce que j'ai envie de jouer. Donc l'overplayer se retrouve obligé de les inclure dans sa nouvelle, entre guillemets, sa partie. Et on se retrouve donc avec, à la fin, une véritable petite nouvelle de Sword and Sorcery qu'on a joué. Il y a un système pour arriver au bout. Il y a un système de thème qui permet de revenir et de rester, de ne pas partir dans l'improvisation totale et de rester plus ou moins dans la même thématique. C'est vachement bien, ça va durer 2-3 et je l'ai avec moi sur les jeux de main. Trouvez-moi. C'est pas les seuls jeux, hein. Si on remonte beaucoup plus loin, on a Feng Shui en 96 qui disait, alors c'est un jeu à scénario quand même, hein, et qui disait pour écrire un scénario il vous faut 3 scènes de combat et des moyens de les relier, mais vous démerdez en fait, de toute façon, et faites des coupures et faites pas chier,
pas chier avec la procédure, tourner le billet de train pour Shanghai, tout ça. Les légendes de la garde qui est plus récent, qui lui a vraiment un système de tour de joueurs et de tour de maître de jeu dans lequel je ne rentrerai pas parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Voilà, tout ça, c'est des jeux qui sont vraiment à droite du triangle, que je vous remontre éventuellement, parce que j'ai pas peur de me plante. Donc entre planification, un jeu qui soit planifié, mais pas un scénario qui soit planifié, et l'interactivité, la réaction avec les joueurs et leurs envies. Si le sujet vous intéresse, il y a plein de gens qui ont plein de trucs à dire, sans doute mieux que moi. Je vais parler de certains d'entre eux après, mais je voulais quand même citer les carnets luminographiques de Radio Rolliste avec Sébastien Delfino, qui a une théorie très particulière et une technique très particulière. Je vais reparler de lui à la fin. Il a vraiment sa façon de voir comment maîtriser une partie, comment donner ce que les joueurs veulent, comment les surprendre à quel moment. C'est particulier mais intéressant, j'espère qu'il en fera un bouquin de ces quatre. Dans le dernier numéro du Maraudeur, qui est un fanzine qu'on peut trouver en ligne, il y a Frédéric Sardes qui fait un article très intéressant sur la façon d'identifier les problèmes dans les scénarios. Donc si c'est un scénario qui n'est pas à vous, comment trouver les contraintes, les choses qui bloquent et comment réagir dessus en gros. Comment les écrire vous-même en vous basant sur ces critères. Il y a Bastien Ottoz, qui est un liégeois truculent avec qui j'ai eu l'occasion de jouer, qui fait beaucoup de bac à sable, qui a un blog sur Tumblr qui s'appelle Contes Désert Abyssal, mais c'est pareil, on mettra le lien, qui poste très régulièrement sur ses méthodes, les outils qu'il utilise, et il fait un truc qui rejoint le groupe qui était ici même la dernière fois, il n'y a pas si longtemps que ça. Que vous avez peut-être vu. Il est revenu, il a repris tous les éléments de ce qu'avait dit Gunther, il a tout mis ça dans des tableaux tout propres en rajoutant ses propres idées. C'est vraiment intéressant si vous vous intéressez aux jeux ouverts. Je vais parler du bac à sable après si vous ne savez pas ce que c'est. Après j'ai Gauthier Lyon quelque part qui est interviewé dans Café Rolliste, qui est un autre podcast, qui parle d'un truc qu'il a eu dans BTG-PTB, qui est la méthode 3x3, qui est toute simple. Trouver 3 personnages, trouver 3 lieux, trouver 3 objets, et à partir de là, mettez ça sur une feuille et vous serez tranquille pour votre scénario. Et après, il y a la cellule, évidemment. Donc il y a encore plein de choses. Pour donner des exemples, il y en a quelques-uns. Ça, c'est un truc qui m'intéresse, c'est malheureusement un scénario qui, je pense, n'aura pas de suite. C'est donc un Canadien qui s'appelle Johnstone Metzger, qui fait beaucoup de trucs sur Dungeon World, qui est plutôt connu pour ça. Mais ça, c'est un scénario OSR pour Labyrinth Lord, un des nombreux clones de Donjons Dragons, aussi anciennes éditions, je crois. Ce qu'il a voulu faire, c'est un donjon à géométrie variable qui se crée au hasard. Alors, c'est pas forcément juste je pose des tuiles comme on fait dans certains jeux de plateau. Il a une liste de lieux qui sont tous scénarisés avec des PNJ dedans, etc. Avec des petites cartes. Et tu lances un des 4, tu commences ici, tu lances un des 4 et tu peux donc trouver ces 4 premières salles. Et dans cette salle-là, tu fais 2, dans cette salle-là, mais donc c'est celle-ci, tu as 2 sorties, tu vas encore jeter 2 dés pour voir où ça se passe. Et donc petit à petit, tu vas évoluer en scénarisation, en dangerosité. Il y en a plein qui sont des salles relativement peu intéressantes, et les grands méchants, ou les gens qui vont t'apporter les réponses, ou les gens sur lesquels tu vas agir pour créer. C'est des animaux, ça s'appelle Neuro Country, c'est pas pour rien. C'est des humains animaux, des hommes bêtes qui se tirent un peu la bourre dans un complexe de caverne. Et il avait sorti ça, tu pouvais l'acheter pour pas cher sur Drive-Thru, et il avait dit si j'en vends plein, j'en ferai. Enfin, si j'en vends suffisamment, j'en ferai d'autres. Et apparemment, ça s'est pas passé. Ça se trouve, ça marche pas très bien à la table, hein, mais je trouve vraiment le concept intéressant. Voilà, le bac à sable. Donc ça, c'est une des diapos de Bastien. Il y en a plein. Il fait des articles super souvent et super illustrés. Il y a vraiment plein de choses à apprendre.
Surtout, il montre comment on utilise tous les outils modernes informatiques pour faire la scénarisation de jeux de rôle. Et pas juste Word et Excel. Il a même un générateur, il se sert même d'un générateur de MJ qui lui donne des probabilités de choses auxquelles il n'aurait pas pensé. Il y a plein d'outils qui ne vous serviront peut-être pas forcément au table, hein, mais il y a des trucs à piocher. Donc le bac à sable, qui ne sait pas de quoi il s'agit? Bien. C'est pas très compliqué, hein. Un bac à sable, c'est c'est un univers, il est là. Il y a une liche qui est en train de préparer son armée de morts-vivants dans la forêt maudite. Il y a le seigneur qui est en train de se faire trahir par sa femme qui veut coucher avec le baron Félon. Il y a une petite horde de gobelins, il y a des espions du royaume d'à côté qui sont déguisés en troubadours. Et les personnages, on les lâche là-dedans et on leur dit vous êtes à l'auberge, vous entendez telle rumeur, telle rumeur, telle rumeur, telle rumeur. Vos personnages, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Toi tu veux devenir riche, toi tu veux devenir archevêque. Allez-y les gars, moi j'ai pas de scénario pour vous. Hein. J'ai un univers et tu rentres dedans, tu fais bouger les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que si c'est bien fait, les joueurs ils reviennent au village une semaine après avoir pété la tête au baron Félon parce que finalement c'est le seigneur du coin qui a fini par les engager. Et là ils apprennent que la liche, pendant qu'on ne s'occupait pas d'elle, elle a détruit la tour du magicien. Du coup elle récupère la boule de cristal et ça va devenir plus compliqué. Donc on est dans un univers qui est réel, presque. Enfin pour des gens qui s'assoient autour d'une table en se prenant pour des elfes, mais suffisamment réel donc pour avoir un truc qui donne vraiment envie de jouer. Vous avez entendu parler sans doute du jeu de Grumpf à nouveau qui s'appelle Roll-Tray. C'est un véritable bac à sable moderne avec un axe, un angle d'attaque et un début d'univers, mais après tu fais ce que tu veux dedans. Il a un mini-jeu qui s'appelle Nanochrome qui fait la même chose avec du cyberpunk. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur de ça et je ne l'ai pas noté. Il s'appelle Kevin quelque chose. C'est un gars qui fait du D20, de l'OSR, donc de l'old school, avec des classes et des types de pouvoirs, etc. Ça, c'est son dernier, il en a plein, il en a un en médiéval, il en a un en space opéra qui s'appelle, encore un truc que j'ai pas noté, c'est pas grave, ça me reviendra, et Silent Legend, c'est son pseudo Cthulhu, en fait. Donc, c'est un jeu qui va vous donner toutes les... Alors, il n'est pas énorme, j'ai vu que le Grog l'avait en papier. C'est un jeu qui doit faire 200-250 pages. Il vous donne toutes les règles pour jouer, les personnages, etc., leurs pouvoirs. Et il vous donne toutes les règles pour créer un univers de conspiration, de cultistes, de divinités, au-delà des étoiles qui veulent revenir, etc. Avec les cultes, avec leurs ressources, les moyens de gérer leurs ambitions, leurs échecs, etc. Et en tant que maître de jeu, vous allez vous retrouver avec un mini-jeu à jouer entre les séances, ou entre tous les mois de temps de jeu par exemple, pour voir si les adorateurs du puits infini réussissent à appliquer la relique à un tel, etc. C'est du méta-jeu, mais ça marche très bien, et tout ça avec un système relativement simple. C'est un mec qui bosse tout seul, il écrit, il édite, c'est sur Kickstarter, ça sort dans 8 ans, je crois que c'est assez impressionnant. Non, je ne me souviendrai pas du nom de son jeu spécifique, c'est pas grave. Et puis après, si on remonte très loin, les premiers scénarios de Donjons et Dragons, surtout ceux de Tom Mulvey que j'ai dans mon tableau avant, étaient beaucoup des bacs à sable. La cité perdue, c'est une pyramide avec une ville en dessous et 3 religions qui se tirent la bourre depuis des générations et des générations, à tel point que toute leur race a dégénéré. Et le château fort aux confins du pays, c'est 15 cavernes avec 15 types de monstres qui sont là. Si tu te pointes avec tes aventuriers niveau 1, ils se font automatiquement abattre. Si c'est pas par les kobolds, ce sera par les gobelins ou les gobelins. Il faut commencer à jouer avec les alliances, les interactions, etc. Alors à l'époque, on n'avait pas forcément les outils qu'on a maintenant, c'était très bare bones, il y avait beaucoup de travail à faire, mais ça marchait quand même. Donc ça, dans le triangle, c'est en bas à droite, comme je vous avais dit. Est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai 15 minutes. Ah oui, j'ai 15 minutes plus 10 minutes, c'est ça? Ouais.
Donc oui, je vais juste vous parler de ça parce que je suis assez fier d'avoir fait la découverte. Le mot, alors j'ai pas réussi à trouver, en fait je cherchais, peut-être que l'un d'entre vous le sait, la première fois qu'on a utilisé le mot scénario en jeu de rôle. Ouais. Mais je dirais peut-être poser la question à des gens qui savent mieux que moi, j'ai pas eu le temps. Il y a le problème qu'en anglais, ça ne dit pas scénario. Si, c'est justement, ouais. J'ai cherché First D&D scénario et c'est là-dessus, je suis tombé là-dessus. Ouais, ça m'a étonné. Par contre, dans C'était pas Adventure. Un model ou adventure bah justement, ouais. C'est ce que j'ai vu. Le premier scénario jamais écrit, c'est Blackmore en 75, qui était un supplément de la boîte blanche de Donjons et Dragons, qui s'appelle une adventure. Même pas sur le titre, mais à l'intérieur, oui. En 80, on est passé à module, le fameux module de Donjons et Dragons. Ça, c'est le tout premier, c'était le nom de Giant Chief, le tout premier qui n'a jamais été publié par TSR, mais en 76, il y avait des gothiques hein, qui faisaient du rouge sur noir. C'est assez rigolo, il y a une version assez grosse. C'est peut-être des gens qui ont inspiré l'Empire, je ne sais pas. Donc, ça s'appelait, je ne sais pas si vous arrivez à lire, Palace of the Vampire Queen. 1976, donc juste un an après la sortie de ça. Ils n'ont pas dû en vendre des tonnes parce qu'ils en ont fait 2 et puis je ne sais pas ce qu'ils sont devenus après. Mais ça s'appelait un Dungeon Master's Kit. Voilà, un kit de maître du donjon. C'était donc ni une aventure ni un scénario, mais ce dont tu as besoin pour raconter une histoire. Voilà, anecdotique, mais je trouve ça intéressant. Et peut-être qu'un jour on pourra parler on pourra trouver l'origine du mot scénario, ça m'intéresserait. On va en venir au procédural pour terminer. Là, c'est l'idée de laisser le hasard. Vous savez, les tables de rencontres aléatoires, les trucs que dans les années 90 on trouvait tout pourris parce que ça n'avait aucun rapport avec l'histoire qu'on voulait raconter. Ben, j'ai découvert assez récemment, en me remettant à jouer à Donjons et Dragons à l'ancienne, que parfois un jet de dés, ça génère juste toute la séance, quoi. Alors c'est pas forcément une table de rencontre, ça peut être une table de motivation ou choses comme ça. Mais c'est pas vraiment de l'impro, c'est pas une idée qui nous vient nous-mêmes, c'est un truc qui nous surprend nous en tant que MJ et qui va finalement intéresser le joueur suffisamment pour qu'ils partent à la poursuite du géant qu'ils ont croisé ou blessé. Comme ça peut arriver si les dés le décident. Donc, j'en ai 4 à vous montrer comme ça. Le scénario procédural, donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est donner sa chance au hasard. En 1976, on a un gars qui s'appelait Gary Gygax, toujours, qui a inventé ce qu'il a appelé les role-playing, les dungeon geomorphs, qui sont des tuiles comme on en a maintenant dans les jeux de plateau. Et l'idée c'était soit de générer ton donjon rapidement avant de jouer, ou carrément de le faire pendant ta partie sur la table. Si on regarde dans le guide du maître du donjon des 5e éditions qui est sorti il y a quelques mois à peine, il y a à nouveau tout un chapitre de génération aléatoire de donjons qui est assez bien fait, qui permet de trouver des thèmes et de créer son donjon sans avoir à trop y réfléchir évidemment. Après on peut tricher, on peut changer des choses, etc. Mais ça permet d'avoir un truc aléatoire comme dans le jeu vidéo. Il y a plein de jeux vidéo. Rogue était sans doute le premier. On parle de roguelike maintenant. Le jeu vidéo qui crée un donjon aléatoire. Quand tu passes à la pièce suivante, tu ne sais pas ce qu'il y aura parce que l'ordinateur le décide à ce moment-là. Et après, des générateurs d'intrigues, vous en avez sans doute déjà lu, c'est celui qu'on avait dans Enfaust, mais que Chris Debien avait repiqué d'un vieux Cassius qu'il avait écrit lui-même. On a juste changé quelques trucs pour gagner du temps. Tu jettes un dé, alors vous ne saviez pas à lire, d'ailleurs moi non plus, mais c'est l'idée, un noble s'intéresse à un trésor dans une forêt maudite, et la surprise c'est que quelqu'un n'est pas ce qu'on pense qu'il est. Alors c'est un tout petit départ, mais ça permet avec quelques lancers de dés d'arriver à créer quelque chose. J'aime bien les tables aléatoires, comme vous l'avez compris, mais depuis vraiment pas longtemps. Il y a un moyen vraiment sympa c'est dommage, j'aurais dû sortir des dés,
de générer plein de trucs avec un seul lancer de dés, c'est la table à lâcher de dés, on va dire die drop table. Donc j'en ai une là, par exemple. Je vais vous la faire passer si vous voulez. Celle qui est sur la photo, je l'ai aussi. Voilà. C'est en anglais. Je laisse tomber les dés et en fonction de où ils tombent, des chiffres qu'ils font, je regarde et j'ai un personnage. En fonction de là où il tombe par rapport aux bordures, j'ai des stats, j'ai des pouvoirs particuliers. Là j'ai des réactions et je peux faire les stats aussi avec les dés en les multipliant. Et ça vient, si je ne me suis pas trompé, de Bornheim de Zach Smith, qui est un guide de création de ville, qui est assez bien foutu aussi avec ses outils de campagne, ses idées de base, et puis après démerdez-vous, il y a plein de tables, vous arriverez bien à en faire quelque chose. Et ça, son principe, c'est tu jettes un dé par PNJ et tu as tous ses caractères, éventuellement les attaques si tu as besoin de lui, etc. Dans un combat. Voilà. Dans la même veine, on peut créer des cartes au hasard. Alors on peut aller chercher des cartes sur internet, mais c'est tellement plus fun de les faire soi-même. Ça c'est Martin Raila du blog NoSkew qui publie aussi des bouquins de théorie. Le dernier est un bouquin de théorie justement sur l'improvisation de même de jeu, où il fait intervenir plein d'auteurs connus. Donc voilà, je jette des dés, et puis j'ai un système qui me dit, alors les dés 20 c'est des donjons, plus le chiffre est haut, plus le donjon est dangereux. J'ai ma carte pour les joueurs, j'ai ma carte pour moi, je prends des notes. Comme je ne peux pas m'empêcher de hacker les systèmes que je vois, j'ai fait mon système à moi où, en fonction du résultat des dés, plutôt que d'avoir un niveau de puissance, j'ai des événements ou des types de choses qui s'y passent. Donc avec un truc comme ça, un quart d'heure, j'ai une carte avec des événements magiques, des relations entre les gens qui vivent, les gens qui vivent aussi éventuellement. Les routes, c'est un désert, donc il y a des routes, comment on appelle ça? Commerce. De commerce, merci. Allez, là, si tu veux la faire passer, le système de création est derrière. Si ça vous intéresse, hein. Évidemment. Zoom. Hop. Avant-dernière. Ça, c'est une expérience que j'ai tentée il y a 15 jours à Trolls et Légendes en Belgique. L'idée était de faire un funnel, c'est-à-dire un scénario où tout le monde meurt, un scénario survie, mais où il y aura peut-être 20 personnages qui seront morts avant qu'il y en ait un qui s'en sorte. Où j'ai fait une page de... Elle est là aussi. C'est pareil. Hop, avec les trucs à l'intérieur. Avec une table de rencontre et des lieux que je tirais au hasard, que j'ai simplement imprimé, je cherchais des photos sans me demander à qui elles appartenaient, mon usage personnel, je me dis pas faute. Et j'ai fait des cartes. Et je savais que j'allais démarrer sur le naufrage, j'avais une situation de base. Les personnages survivent à un naufrage, ils partent en exploration très loin, ils sont drossés sur le rivage à 100 mètres de la ville. Et quand ils reviennent, il s'est passé un truc, il y a une maladie, il y a des gens qui se transforment en quasi-zombies. Et à partir de là, il faut qu'ils survivent. Donc je décris une sortie, deux sorties, je décide de visiter le défilé, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, un ossuaire, je fais un tirage de créatures aléatoires, etc. Et du coup, moi j'ai tué plein de personnages, on peut jouer. Pas forcément plus longtemps parce qu'il fallait aller manger, mais c'est un truc que je retenterai. Je suis venu avec, mais si vous voulez, je viens. On peut en parler. Ouais, juste pour dire, c'est un pour un jeu qui s'appelle Into the Odd, que j'ai là, et après j'arrête avec les aides de jeu promis. Hop, qui fait 48 pages, qui a un système minimaliste et un univers qui est à peine suggéré et beaucoup de tables aléatoires qui permettent d'arriver à quelque chose d'arriver à l'univers qui va se créer au fur et à mesure. Et surtout, c'est ce que je voulais dire avec la table aléatoire, j'ai failli oublier tout à l'heure, c'est que la table aléatoire, c'est moi qui la remplis en tant qu'auteur. Donc les détails que j'aurais mis dans mes 15 pages de background, le fait que
tous les kobolds crachent le feu, le fait que les magiciens peuvent être corrompus, etc. Tous ces trucs-là que j'aurais pu mettre dans les nouvelles, d'ambiance, dans la description de l'univers, etc. Tout ça, je peux le mettre là-dedans et laisser les joueurs le découvrir au fur et à mesure. Et le maître de jeu, il va lire un peu pour se donner une idée. Et puis finalement, il sera peut-être aussi surpris. Et à la fin, on arrive à un jeu qui est hyper typé, qui fonctionne après dans son système, on l'aime ou on l'aime pas, mais qui fonctionne vraiment très bien pour faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de la survie un peu horrifique dans un 19e siècle où tout serait revenu il y a 2 générations, les gens seraient tombés des étoiles, les extraterrestres traînent, les égouts de la ville sont pleins de cannibales, où c'est vraiment pas facile de survivre. Mais voilà, ça pourrait être 350 pages en couverture dure, et en fait, avec tout un tas de scénarios, là il y a un scénario de départ qui est un petit donjon, il y a une carte pour explorer après, et tout ce qu'il faut pour créer ton univers à toi, en faire à peu près ce que tu veux. Si tu veux mettre des zeppelins et du steampunk, tu peux. Si tu veux que ce soit plus médiéval et rajouter des elfes, tu peux aussi. Jeter un œil. Il va falloir que j'arrête de faire la pub pour ce jeu. L'éditeur va falloir que je vais coucher avec lui. Et enfin, donc je vais parler encore de Sébastien Delfino parce que c'est ma dernière diapositive, je vous rassure. Je vous ai expliqué que Sébastien Delfino, il avait un système, une façon de maîtriser, donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous qui ont écouté les carnets ludo-graphiques ou qui en écoutent certains sur Eurolist. D'accord. Il a vraiment une façon, il était là l'année dernière, si je ne m'abuse. Oui, il y a 2 ans. Il me semble qu'il avait parlé de ses intentions, ce principe d'intention narrative, de tension ludique. Alors c'est très théorique, mais ce qui m'intéresse, c'est que, anecdote à nouveau, il a écrit récemment un système de jeu qui s'appelle Ombrage et qu'il a écrit pour un jeu qui est en train de sortir dans le Casus Belli en 3 épisodes. Il y en a 2 qui sont sortis là, qui s'appellent D3, pour jouer des flics dans un univers ultra réaliste, dans un Détroit contemporain super dur, où il n'y a pas de moyens et où les personnages sont plus dans la merde pour faire du HBO, pour faire du Wire en jeu de rôle. Et où l'intérêt est plus de voir comment les personnages s'en sortent et comment ils survivent à la merde dans laquelle ils campent tous les jours. Et quand j'ai vu son système, j'ai fait ça serait bien pour faire du donjon un peu dark, où les personnages auraient vraiment, ce ne serait pas juste des tueurs de monstres, où ce serait des gens qui auraient des vrais problèmes, et le fait finalement de tuer les orques, c'était pas le plus difficile. Le plus difficile, c'était de tuer les enfants des orques, parce que ça te rappelle ton enfance où tu as failli mourir tué par etc. Je dois être un peu plus sadique que la plupart des maîtres de jeu, parce que l'idée d'avoir des donjonneurs en train de pleurer dans les couloirs mal éclairés en repensant à leur maman, ça m'a titillé. Donc j'ai proposé à Sébastien, et si tu veux, je vais faire rapidement un scénario Dungeon Crawl pour tester ton système. Alors j'ai fait ça, ça m'a pris 1 heure. J'ai un peu d'entraînement sur ces trucs-là, donc j'ai fait non pas un dungeon crawl, mais un point crawl, c'est-à-dire qu'en fait on met des lieux, on met des flèches qui représentent les moyens d'y aller et à quel point c'est difficile. Et puis des idées de ce qui peut se passer là-dedans, en basant un peu sur ce que les joueurs avaient créé pour leur personnage. On a fait que la moitié du scénario, ils sont arrivés jusque là, on n'a pas eu le temps de reprendre, mais on le fera bientôt. Et entre-temps, Sébastien lui-même a trouvé que ça pouvait être intéressant de faire la même chose. Et lui, il est parti sur un truc complètement Sébastien, c'est-à-dire qu'il est graphiste, alors il fait des choses comme ça, hein, je ne peux pas rivaliser. Il a fait des tuiles avec des lieux, avec des choses qui se passent dans les lieux, avec tout un tas de problèmes qui peuvent arriver mais qui ne sont pas forcément liés au lieu. Il est donc venu avec ce principe d'intention narrative, ces cartes de cartes, ces situations, et donc des idées de scène qui pouvaient se passer, mais tout ça dans un énorme... Ah mon dieu, il nous reste 2 minutes. Du coup je suis là. Dame. J'ai raté ma blague de la fin.
Donc on est arrivé avec deux manières complètement différentes de gérer un scénario pour le même jeu. Et ça, pourquoi j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, c'est pas compliqué, c'est parce que son jeu, il n'a pas de système pour créer les scénarios. C'est un système qui est fait pour résoudre des histoires, raconter du drame. Mais dans la version actuelle qui est publiée en Casus, il y a un scénario, une campagne qui va avec, et il n'y a pas de procédure pour créer les scénarios. Il n'y a rien qui vous dit exactement, enfin, dans le jeu tel qu'il est, oui, c'est des enquêtes avec des juges corrompus, etc. Mais en Medfan, dans la version Medfan qu'on avait imaginé chacun de notre côté, on est arrivé avec des procédures complètement différentes pour faire notre scénario à notre façon. C'est ça un peu la morale de l'histoire, c'est que si un jeu n'est pas fait pour... Non, je ne vais pas arriver à le dire comme je veux. Le jeu doit induire une façon de créer des scénarios et de les écrire et de les jouer. Sinon, ça ne marche juste pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, dans Casus, Maraudeur et consorts, et Dissident aussi, avec parfois des gens qui écrivent des scénarios de façon un peu flemmarde, ou un peu, j'aimerais bien écrire un roman, mais ça me fait trop peur. Je vais écrire une histoire, et puis le maître de jeu se débrouillera bien pour y mettre ses personnages dedans. Voilà. Donc si on voulait, gagner des points d'expérience de cette histoire, on pourrait donc conclure que le scénario tel qu'on le conçoit dans la BD ou à la télévision n'a rien à voir avec le jeu de rôle. Il va peut-être falloir réfléchir à la façon de le faire. Il y a de plus en plus de jeux, tous les jeux indépendants, tous les gens qui ne sont pas en fait contraints par le fait qu'il va falloir vendre du papier après. Il y a moyen de faire des jeux qui donnent des clés pour soit créer le scénario, je ne sais pas où passer du tout de mais en jetant simplement quelques dés, soit avoir un moyen simple de préparer son scénario soi-même finalement. Si je passe 2 heures à préparer ma séance, c'est pas plus mal que d'en passer 2 à décortiquer un truc que quelqu'un d'autre a écrit. Finalement, en somme totale de travail, on s'y retrouve. C'est pas sympa pour les scénaristes, ni pour les éditeurs, mais bon. Et après, alors que j'ai dit à Jérôme Larrey, que vous connaissez sans doute, que j'étais en train de préparer cette intervention, il m'a envoyé un mail avec 3 lignes où en fait il avait déjà tout compris lui-même parce que ça fait beaucoup plus longtemps qu'il y a réfléchi et qu'il connaît plus que moi. Un scénario, c'est juste un ensemble de fonctions. Voilà. C'est ce qui va te permettre de créer une histoire, une fiction avec tes joueurs et leurs personnages. Et voilà, donc c'était la blague, pour ceux qui connaissent Armand Darkness, merci de ne pas rire. Je me sens mieux. Si vous avez des questions, il nous reste peut-être 5 minutes. Ouais, on attend d'autres questions. Et voilà, et si vous voulez m'écrire, vous me tweetez, écrivez-moi plutôt parce que Twitter, j'ai tendance à percevoir une notif. Oui. Tu as cité 2 jeux, que j'ai retenu, In the Hug, Apocalypse World. Ces jeux sont disponibles en version française. Alors celui-là, non. Ouais. C'est pas impossible que ça arrive parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Pas beaucoup de gens qui le découvrent. Mais l'auteur est en train d'écrire plein de suppléments, donc on va peut-être attendre. Je pense que tout le monde est en train d'attendre pour voir quelle pagination on aura à la fin. Apocalypse World existe, il est traduit par la Bota. Il existe en version française. Et Dungeon World, ouais, si tu t'intéresses plus à la fantasy, qui est une façon sans doute plus facile d'aborder le truc parce qu'on garde. Il n'y a pas de véritable création de communauté, etc. Là, on part quand même sur des aventuriers qui partent en aventure et qui vont tuer des liches, un truc comme ça. C'est plus facile, c'est plus léger au départ. Par contre, il y a vraiment un système aussi que tu n'es pas obligé d'utiliser. Il y a des gens qui publient des scénarios ou des débuts de scénarios pour Dungeon World. Mais sinon, tu as un système tout simple qui t'apprend à poser des questions aux joueurs de façon intéressante, de façon non neutre, pour créer un univers qui est original, qui est celui qui leur correspondra le mieux. Tu as un personnage qui joue prêtre,
Tu lui demandes qui est son dieu, puis tu lui demandes qui est l'ennemi de son dieu, et puis tu lui demandes comment ça fonctionne la religion en fait, parce que moi, voilà, je suis venu les mains dans les poches, je peux pas savoir. J'ai pas 800 pages de background. Tu te demandes au gars qui joue le guerrier, quelle est la grande bataille qui s'est déroulée ici, tu prends des notes, et à la fin de ta première séance, tu as tout ce qu'il faut pour partir sur une campagne. Tu as un système qui est hérité d'Apocalypse World, de front, c'est-à-dire d'événements qui vont se passer dans chaque danger, la liche dont je parlais tout à l'heure, le félon qui veut prendre la place du baron, etc. Tu as tout un système de ce qui va se passer et dans quel ordre si les joueurs ne font rien. C'est un outil qui est super simple, qui permet en 2 feuilles de papier d'avoir une campagne qui se déroule et qui rebondit en fonction de ce que font les joueurs. Voilà. Si encore une autre question. Et ben on est dans les temps, c'est génial. En Suisse. Ah oui. Je dois juste savoir, quand je suis arrivée après, est-ce que vous avez un papier avec une liste de noms de jeux, de liens vers des sites que vous avez mentionnés? Je pense que la présentation, je vais la mettre en ligne. Et puis je te donnerai les liens après. Non, il faut. Sinon, tu m'écris un mail et puis je peux donner ça. Mais qu'est-ce que j'ai mentionné? Si jamais au niveau d'Orchidée, on filme, on met en ligne, et puis si tu as des liens à rajouter, on mettra tout dans la description de la vidéo sur YouTube. Ouais. La vidéo de la conversation. Et après, sinon, je suis là toute la journée demain et on peut en discuter. Je suis venu avec certains de ces jeux-là et j'aimerais bien jouer un truc demain. Donc, on peut faire. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci.